Mais quand d'un temps passé ancien, rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir. Monsieur le recteur, mesdames et messieurs, chers amis, comment parler du temps qui passe, du temps de nos vies, sans citer Marcel Proust, bien sûr, qui sut décrire si précisément ce que nous ressentons tous face à cette fuite incessante, irréversible, face à ce temps qui file. En effet, plongés que nous sommes dans la culture de l'instant, dans la philosophie du Sein de nos voisins allemands, de laquelle le temps est simplement absent, nous oublions en fait que nous ne vivons que dans l'après, avec comme seule définition possible du présent ce qui vient juste de se passer. Et d'ailleurs, comment être sûr de notre perception de l'instant? Comment faire confiance à ce cerveau qui nous dit que les choses se passent alors que l'existence même de cette information indique qu'elles se sont déjà passées? Nous voyageons la moitié de notre vie dans l'insouciance de ce temps qui s'écoule. Traversons l'autre dans sa recherche, parfois désespérée, temps perdu, temps retrouvé. Le temps, comme vous le savez, n'est pas compressible, sauf pour les artistes et les physiciens théoriques, bien sûr, qui ont compris avec Albert Einstein l'importance de définir des référentiels précis, des contextes dans lesquels cette notion extrêmement complexe du temps devient significative. Ainsi, un journaliste qui le questionnait sur l'importance de la Révolution française, Zhou Enlai, qui était alors Premier ministre de la Chine populaire, c'était dans les années 50, me semble-t-il, répondit « C'est bien trop tôt pour le dire ». Eh bien, tout comme la politique et la philosophie, la biologie, un mot inventé par M. de Lamarck à la fin du XVIIIe siècle pour qualifier la science qui étudie les organismes vivants, la biologie n'échappe pas à cette confusion des durées, à ce grand mélange de référentiels dans lesquels la notion de temps se décline dans des conjugaisons innombrables. Les infinis pascaliens existent également dans le monde du vivant, de l'origine de la vie, qu'on estime, comme vous le savez, à quelques milliards d'années, à la durée d'une réaction chimique, moléculaire, atomique, qui, elle, se calcule en fractions de millièmes de seconde. Comment rentrer tout cela dans la même cohérence, dans le même cadre théorique? Et d'abord, ce cadre théorique unique existe-t-il? En d'autres termes, les temps de la vie ont-ils une logique? Mais de quel temps parlons-nous? Et de quelle vie parlons-nous? Pour éclairer ces interrogations, laissez-moi poser la question simple suivante. Combien de temps faut-il pour faire un homme? À cette question, certains d'entre nous répondront immédiatement, quelques minutes d'égarement. Mais un médecin obstétricien répondra sans doute 9 mois, le temps d'une grossesse. Le temps donc nécessaire à la sortie d'usine, en quelque sorte. Un ethnologue, par contre, répondra l'espace d'une culture, 2000 ans, donc. Et un paléontologue dira sans doute quelques centaines de millions d'années, le temps de l'apparition d'une espèce. Et tous auront raison. C'est là que se trouve le problème, c'est là que se trouve la confusion. Le premier spécialiste, l'obstétricien, a ceci de particulier qu'il travaille dans la répétition. Il vit dans la récurrence, car en effet, si les enfants sont relativement différents les uns des autres, les grossesses, elles, se succèdent inlassablement dans le temps, selon des processus relativement définis. Les choses se répètent selon des boucles qui se referment, comme l'illustre si étrangement cette gravure, ce mouvement perpétuel de Moritz Cornelis Escher, graphiste hollandais qui était fasciné par la déconstruction du temps et de l'espace et sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Ainsi, le développement embryonnaire d'un homme va-t-il se répéter à chaque génération d'une façon presque immuable? Dans ce domaine, nous n'avons rien inventé depuis l'homme de Cro-Magnon. C'est d'ailleurs ce qui fait de l'embryologie une science relativement exacte, puisque l'on peut faire une prédiction en observant un embryon et la vérifier expérimentalement à la génération suivante.
Bien sûr que rien de vivant n'est stable dans le temps, les embryons pas plus que le reste. Mais admettons tout de même une certaine pérennité à chaque espèce, puisque c'est précisément cette pseudo-stabilité et cette récurrence qui définit cette notion même d'espèce. L'ethnologue, en revanche, passe constamment du récursif au linéaire. Bien entendu, les civilisations se succèdent aussi les unes aux autres, selon des processus, là encore, assez similaires les uns aux autres, avec des bourgeonnements, des émanations. Mais chaque civilisation, en fait, chaque culture est unique. Il en est même dont les fondements s'appuient sur les précédentes en les dépassant, ce qui est évidemment la signature d'un processus linéaire. Le troisième spécialiste, le paléontologue, lui, ignore la récurrence. Le paléontologue travaille dans un mouvement linéaire, ininterrompu, celui de la grande histoire des êtres vivants. Dans cette histoire, rien ne se répète jamais, on n'y trouve que du neuf, de l'imprévisible. Ici, chaque étape est une émanation de la précédente, c'est la règle, sans exception. Non pas que la nouvelle étape soit meilleure ou pire, plus complexe, moins complexe, elle est simplement différente, tout en contenant l'histoire des précédentes. Or, en biologie, comme je le disais précédemment, les systèmes récursifs sont généralement démontrables. Et c'est ainsi que nous comprendrons sans doute notre origine en tant qu'individu, ce qui règle notre temps personnel, notre développement, notre parcours ontogénétique. En revanche, les systèmes linéaires sont rarement démontrables en sciences de la vie, ce qui fait de l'étude de l'évolution des espèces une discipline très à part des sciences de la vie. On ne saura jamais de façon formelle notre origine en tant que groupe d'individus, d'espèces, car on ne pourra pas remonter le temps pour vérifier nos hypothèses. Il en est ainsi de la théorie de l'évolution, développée en grande partie par M. de Lamarck et complétée par Charles Darwin, comme vous le savez. En effet, contrairement aux bonnes vieilles théories enseignées à l'école, des pommes de Newton aux ondes électromagnétiques de Maxwell, cette théorie n'est formellement démontrable que dans sa partie descriptive, lamarckienne. Tous les animaux dérivent d'autres animaux. L'analyse des ADN rend en effet aujourd'hui toute autre hypothèse insoutenable. Elle est par contre formellement indémontrable dans sa partie mécanistique, darwinienne. Comment cela s'est-il passé ? Bien qu'il ne fasse aucun doute, comprenez-moi bien que Darwin, tout comme Lamarck, eut parfaitement raison dans ses propositions principales, bien entendu. Absence de démonstration ne signifie pas toujours absence de raison. Le mécanisme proposé par Darwin utilise d'ailleurs le temps comme paramètre essentiel. Mais curieusement, un temps non défini, bien que non infini. C'est cette notion d'ère, chère aux cruciverbistes, de temps évolutif qui est définie finalement comme un intervalle de temps nécessaire à ce que quelque chose d'important se passe. Une notion extrêmement fondamentale, mais dans laquelle, curieusement, le temps n'a pas de valeur absolue. Et puis, cette théorie n'est pas un modèle. Elle n'a par conséquent aucune valeur prédictive. Elle donne une explication possible sur ce qui s'est passé, elle est muette sur ce qui va se passer. Va-t-elle le rester muette ? L'analyse des génomes des animaux, la lecture de leurs séquences d'ADN, nous a fait comprendre certains points fondamentaux concernant l'évolution du vivant. Le génome peut être vu en quelque sorte comme une grande équation pour laquelle une solution par espèce s'applique à 99,9999%. Cette solution est la seule possible en tenant compte de tous les obstacles, des contraintes qui vont se présenter à l'embryon pendant son chemin. À cet égard, le développement embryonnaire peut être vu comme une course d'obstacles, une sorte de labyrinthe à la fois construit par l'embryon et duquel il doit lui-même s'échapper, dans lequel une grande quantité de niveaux existent en 4 dimensions, un peu comme ces jeux vidéo dans lesquels on passe de palier en palier le précédent, conditionnant le succès du suivant, etc. De la même façon que les concepteurs de jeux vidéo possèdent un script de leur jeu, nous disposons de notre script, malheureusement sans savoir le lire pour l'instant. Mais gageons qu'une fois cette lecture comprise, nous pourrons alors envisager les quelques solutions alternatives, ces 0,000x% de chance de résoudre notre équation de façon différente.
conduisant ainsi peut-être à une nouvelle tentative d'espèce. Ces quelques solutions sont probablement très rares et donc canalisées vers une forme certainement non aléatoire, donc en principe prévisible. Il s'agit toutefois de rester réaliste, nous n'y sommes pas encore et cela prendra du temps avant que la science de l'évolution devienne une science prédictive. Le temps, nous y revoilà, car bien sûr, ce script, cette information d'ADN, se doit de contenir son propre calendrier, son plan de déroulement, pas uniquement dans sa logique séquentielle, mais également dans ses durées. Cette recherche des clés du temps biologique directement par l'analyse objective de notre ADN, proposée il y a une dizaine d'années sous l'appellation de chronomique, n'a certainement pas encore rempli ses promesses. Il est vrai que le séquençage du génome humain nous avait fait oublier un peu rapidement que, pour les scientifiques comme pour les enfants, la différence est très grande entre lire et comprendre ce que l'on lit. A fortiori, lorsqu'il s'agit de définir d'abord ce que l'on ne comprend pas et que le texte que l'on lit fut écrit progressivement, sans intention d'aucune sorte. C'est François Jacob, semble-t-il, qui disait qu'on ne pourra vraisemblablement pas comprendre le fonctionnement de notre cerveau en utilisant comme seule ressource ce même cerveau. Une structure ne peut pas s'auto-comprendre, en particulier lorsque sa logique découle d'un mélange de contingences et d'histoires qui, pour la plupart, nous sont inconnus. Mais le problème est quelque peu différent s'agissant de la compréhension des systèmes de codage dans notre ADN, car ce cerveau, n'étant que partiellement l'émanation de notre ADN, l'espoir persiste donc que nous puissions l'utiliser pour comprendre comment cette symphonie est orchestrée et où se trouvent les tempi. Nous sommes aujourd'hui au seuil de ce mur, en fait, et nous le regardons et nous nous demandons comment nous allons bien pouvoir le franchir. La première question est naturellement de savoir si nous avons les moyens de comprendre ce système de codage, mais ne savons pas les utiliser, ou si l'élaboration de nouveaux concepts sera nécessaire à cette compréhension. Notez que cette deuxième possibilité, dans notre apprentissage de la lecture du génome, était celle postulée par Jean Piaget pour décrire des processus d'apprentissage cognitif chez les enfants, par exemple pour l'acquisition des bases de la syntaxe, un processus d'étapes successives dans la complexité et dans le temps. En sommes-nous là face à la syntaxe du génome ? Notez bien que cette explication fut fortement contestée, notamment par Noam Chomsky dans cette fameuse controverse de Royaumont en 1975, au travers de sa position totalement inéiste, par laquelle le temps ne fait que mettre en ordre des concepts qui sont présents à la naissance, plutôt que de permettre leur acquisition en fonction de l'environnement. Avons-nous ces concepts ? Avons-nous le bon environnement pour réussir à recevoir et à intégrer ces fameuses boucles centripètes chères à Jean Piaget ? Revenons à notre ADN et au temps qui est inscrit. Comment se présente le problème ? Voici un morceau de chromosome, un bout d'ADN. Cela se lit en partant de en haut à gauche et en finissant en bas à droite avec cette suite de 4 caractères, A, G, C, T, dont l'ordre et la séquence sont informatifs. Il y a là 4000 signes, donc à peu près 1/1000e de notre script. Comment décrypter le temps ? Où se trouvent les temps de la vie ? Cet ADN doit contenir 2 types d'informations temporelles. Le premier concerne les choses à faire, le devenir, les étapes de l'embryon, le vieillissement, la vie de tous les jours. Et ce codage-là nous est encore largement inconnu, bien que quelques avancées récentes spectaculaires dans plusieurs domaines nous laissent entrevoir de l'espoir. C'est ce champ d'étude de la chronomique que je mentionnais tantôt et qui reste vraiment un des chantiers immenses d'analyse de notre génome. Le second concerne les marques du passé, de ce temps retrouvé, matérialisé comme autant de madeleines laissées par nos ancêtres successifs dans notre ADN, les traces du temps historique. Ces traces-là sont reconnaissables puisque, en comparant les ADN des animaux, nous pouvons reconstruire leur séquence d'existence grâce à ce que nous appelons l'horloge moléculaire, c'est-à-dire
en fait la probabilité que des changements ou des mutations surviennent dans notre ADN. En clair, plus les espèces sont proches, historiquement, plus elles partagent leur séquence d'ADN. Prenez les cétacés comme exemple qui a été étudié par le professeur Milinkovic de la Faculté des sciences, les baleines, les dauphins. Eh bien, l'analyse de leur ADN permet de conclure du temps de séparation entre, par exemple, ces deux espèces très proches, du dauphin rose et du dauphin de Chine, d'une distance temporelle de 10 sur une échelle de 50, qui est l'échelle des cétacés. Mais il s'agit là de dizaines de millions d'années. Il faut bien avouer que ces chiffres ne signifient pas grand-chose pour nous, si ce n'est une classification d'un temps séquentiel plutôt qu'absolu. En effet, quelle différence faisons-nous entre 10 millions d'années ou 15 millions d'années? Et pourtant, c'est ce temps qui rend cette classification rationnelle et logique, qui la fait donc refléter, pensons-nous, notre histoire vraie, qui correspond à ce que nous appellerons la logique de la nature, celle de la succession dans le temps. D'autres classifications, d'autres logiques existent où le temps est absent et qui nous semblent par conséquent plus éloignées d'une vérité naturelle, entre guillemets, telle cette fameuse classification mentionnée dans le langage analytique de John Wilkins par Jorge Luis Borges, ancien étudiant de cette université. Cette fameuse classification des animaux trouvée dans une encyclopédie chinoise par un certain Dr Franz Kuhn, qui classe ou qui plutôt divise les animaux de la façon suivante. Vous voyez ceux qui appartiennent à l'empereur, les cochons de lait, les fabuleux, ceux qui ont caché une cruche. Notez au passage cette très olympique boucle autoréférente dont la validité est extrêmement complexe à évaluer, puisque l'ensemble des animaux de cette classification est contenu dans un des items de cette classification. Alors, dans quel espace-temps, au singulier, au pluriel, notre vie se trouve-t-elle? Si vous le voulez bien, passons donc en revue quelques-uns de ces référentiels. Essayons de voir lesquels ont un sens pour nous, êtres humains, qui sommes précisément les seuls animaux capables de faire cet exercice, de se poser cette question de notre relation au temps. Je vous proposerai de partir du plus grand, d'aller vers le plus petit, de partir du plus linéaire et d'aller vers le plus récursif. C'est il y a 700 millions d'années que le premier métazoaire, le premier animal digne de ce nom, fait son apparition. À quoi ressemble-t-il? On n'en sait trop rien, finalement. Quelques cellules collées ensemble, qui préfigurent une organisation extraordinairement plus complexe, qui sera celle, 200 millions d'années plus tard, des vertébrés, c'est-à-dire, ce sont des chiffres qui, avouons-le, ne signifient pas grand-chose pour nous. Ces vertébrés sont d'abord des poissons, et non pas des tortues ou des lapins, qui n'apparaîtront bien que beaucoup plus tard. Mais j'ai choisi de vous montrer ces images par référence à un des paradoxes de Zénon d'Élée, qui aura son importance dans quelques minutes. 150 millions d'années plus tard, ces premiers vertébrés, qui sont alors aquatiques, peuvent s'affranchir de ce milieu humide, acquérir des poumons, des doigts, pour enfin sortir sur la terre ferme. Commence alors le règne des tétrapodes, des vertébrés à 4 pattes, illustrés ici par notre ancêtre Ichthyostega sur la droite. Assez rapidement, enfin, c'est une façon de parler car cela remonte à 150 millions d'années tout de même, ces conquérants mettent au point un système de développement un peu plus élaboré qu'un œuf pondu au hasard des déambulations, un développement interne, bien au chaud, à l'abri des prédateurs. Voici les mammifères. Il faudra attendre encore 145 millions d'années avant que l'on voie des mammifères de cette espèce. Mais ce deuxième anachronisme évolutif vous permet d'admirer cette œuvre absolument sublime de Modigliani. Ces mammifères développent ensuite un système de placenta qui date d'à peu près 50 millions d'années. Là encore, pour nous qui pensons à ce que nous allons manger dans une heure, ces chiffres sont assez abstraits. À partir de là, les différences se font plus vagues. Et on arrive très vite, il y a à peu près 10 millions d'années, aux grands singes. Nos cousins, desquels il nous est, ma foi, de plus en plus difficile de nous différencier au fur et à mesure que nous augmentons nos connaissances en génétique, puisque, comme vous l'avez sûrement entendu, le génome humain est pratiquement identique à celui d'un chimpanzé, ce qui est tout de même très étonnant quand on connaît l'intelligence très vive et l'empathie des singes. Si l'on prend l'extrême bout de cette flèche en rouge et qu'on l'étire
on pourra visualiser dans cette échelle exponentielle le moment de cette séparation cruelle d'avec ces animaux si proches de nous. À quand remonte ce divorce? Eh bien, on l'estime à environ 4 millions d'années. 4 millions d'années qu'un ancêtre australopithèque se réveilla un matin en pensant qu'il était supérieur et commença ses méfaits, qui d'ailleurs restaient relativement bénins jusqu'à l'apparition de notre culture il y a à peu près 2000 ans. De l'australopithèque à la rentrée universitaire 2010, combien cela fait-il de générations? Puisque là, ça y est, nous y sommes, nous rentrons dans la récurrence, dans les temps des choses qui se répètent et que l'on commence vaguement à comprendre. Eh bien, mesdames et messieurs, cela fait 120 000 générations. Vous remarquerez que l'on s'approche doucement de nombres qui ont un sens. Imaginez que si une génération, au lieu de 30 ans, durait un jour, comme chez les insectes éphémères décrits par François-Jules Pictet de la Rive, professeur de zoologie dans cette université en 1850 à peu près, eh bien, l'Australopithèque serait apparu il y a 325 ans, à la fin du XVIIe siècle, plus précisément en 1685, année de naissance, bien sûr, de Jean-Sébastien Bach, qui n'était certainement pas un Australopithèque, et qui écrira 65 ans plus tard, aveugle et mourant, L'art de la fugue, ce véritable traité de la récurrence, de l'autoréférence, de ces choses qui reviennent sans cesse, inlassablement, même lorsque l'on pense les avoir perdues. Quelques incidences, d'autant plus que si l'on inverse les deux chiffres du centre, on obtient 1865, date de parution d'Alice au Pays des Merveilles, écrite par Charles Dodgson, Alice Lewis Carroll, spécialiste du miroir également, mathématicien et logicien anglais, auteur qui joua sans cesse avec ses boucles temporelles, ses mélanges de référentiels, et qui inspira d'ailleurs un autre mathématicien britannique, Alan Turing, dont nous reparlerons encore dans quelques minutes. Avec cette notion de génération, on touche enfin à la vie et à la mort, à ces notions qui sont tellement importantes pour l'individu, tellement négligeables pour l'espèce. Si l'on prévoit dans le siècle à venir de prolonger la durée de vie d'une bonne dizaine d'années, il sera beaucoup plus difficile de diminuer le temps d'une grossesse, qui, lui, est fixé à 9 mois depuis belle lurette. Encore que je parle ici d'une diminution naturelle, car il va de soi que des enfants prématurés naissant après 8 mois seulement ne souffrent pas d'un déficit d'un 9e d'eux-mêmes. Ce qui vous montre d'ailleurs que les 9 mois d'une grossesse ne sont pas divisés en 9 tranches égales. Voyez-vous, on ne fait pas une grossesse comme on construit une fugue. La fabrication d'un embryon, notre ontogenèse, est un processus extraordinairement complexe. Un processus dans lequel des mécanismes mal définis se mettent ensemble sans aucune autre raison que celle d'une logique a posteriori. C'est un projet formidable, certes, mais sans but, contrairement à ce qu'en pensait Aristote, père de la logique peut-être, mais qui, sur ce point précis, avait tort. Et pourtant, voyez-vous, l'absence de téléonomie, le fait pour l'embryon de ne pas savoir où il va, ne signifie pas pour autant qu'il erre d'une façon aléatoire, chaotique. Tout semble relativement bien réglé et les choses se passent avec précision et méthode dans l'espace et dans le temps. Si l'on regarde en quelque sorte les choses faites pendant ces 9 mois, par exemple en consultant ce graphique, et peu importe la forme de cette courbe dont je suis le seul responsable, on voit ici que l'embryon n'est pas tous les jours à la peine. Parfois il travaille beaucoup, d'autres jours il se repose. Ça commence doucement, par quelques cellules se divisant pendant à peu près 2 semaines. Puis, rapidement, on attaque le gros œuvre. Fabrication des structures, la tête, les jambes, les bras, le haut, le bas, le devant, le derrière. Tout cela est fait entre la 2e et la 6e semaine. Quelques semaines d'agitation totale pendant lesquelles une boule de cellules, après avoir grossi, devient tout d'un coup un organisme reconnaissable. Après les 7 mois restants, la croissance, la fabrication de quelques glandes qui nous aideront à vivre, et le développement d'un énorme cerveau, vous voyez là, qui lui aussi nous aidera à vivre, paraît-il. 3 grandes étapes donc, dans cette classification totalement arbitraire. Un pré-embryon, un embryon
et un foetus, dont la plus fascinante est certainement cette phase d'organisation, au cours de laquelle quelque chose de reconnaissable va sortir comme par un tour de passe-passe de rien, opération qui va se répéter inlassablement à chaque génération. C'est au cours de ces semaines de grosses œuvres que l'on va construire nos étages, puisque, comme vous le savez, le corps humain est fait de couches successives, de répétitions, de boucles, du haut vers le bas, de l'avant vers l'arrière, devrais-je dire, par respect pour nos ancêtres se déplaçant à quatre pattes. Ces étages que l'on appelle des métamères chez les hommes, et qui sont en fait l'équivalent des segments chez les insectes, reflètent la stratégie de construction des embryons. On fait une suite de modules identiques, les uns aux autres, et ensuite on leur donne une spécialisation. Un peu comme la construction d'une tour, mais pas vraiment comme la tour de Pise, qui, elle, n'a que 6 segments, 6 étages, qui sont identiques les uns aux autres. C'est ce qu'on appellerait en biologie des segments homomériques. J'ai toutefois choisi de vous montrer cet édifice précisément à cause de ce nombre de 6, dont je vous demanderai de vous souvenir, et aussi parce que la ville de Pise, pendant la construction de cette tour au XIIe et au XIIIe siècle, voit naître et mourir Leonardo Pisano, Léonard de Pise, un autre mathématicien comme Lewis Carroll, comme Alan Turing, dont j'en parlerai dans quelques minutes. Chez les hommes, on distingue une trentaine de niveaux, une trentaine d'étages, qui plus tard donneront par exemple les vertèbres, mais aussi les nerfs spinaux, certains muscles, etc. Eh bien, le temps nécessaire à la fabrication d'un étage, mesdames et messieurs, est de 90 minutes. Nous avons une trentaine d'étages. La tour est donc construite en 45 heures, soit à peu près 2 jours. 2 jours de folie furieuse, pendant lesquels régulièrement nos 30 étages vont se mettre en place, en suivant une horloge, un métronome, une oscillation moléculaire que nous commençons à peine à comprendre et qui fait que, inexorablement, toutes les heures et demie, un nouvel étage est fabriqué dans la direction du bas, car voyez-vous, la nature s'est risquée dans le bizarre. Nous partons du haut, de la nuque, pour nous étendre vers le bas. C'est bien là une métaphore de ce qui nous attendra plus tard, une logique que Jean-Jacques Rousseau n'aurait certainement pas reniée. Mais cette horloge de construction est un mécanisme biologique, bien sûr. Et comme tout ce qui est vivant, elle ne peut pas atteindre les standards de précision de l'horlogerie suisse. Elle a donc parfois de la peine à maintenir sa fréquence jusqu'à la fin. C'est pour cette raison qu'au sein des animaux vertébrés, les reptiles, les batraciens, les oiseaux, les mammifères, nous-mêmes, les grandes variations dans les formes se trouvent souvent à la fin de quelque chose, alors que le début de la construction est relativement stable. Les 7 ou 8 premiers étages sont faits dans les temps, précisément. Après, la fatigue s'installe, les petits décalages se produisent et se répercutent sur le reste. Ainsi, l'immense majorité des vertébrés terrestres ont-ils 7 vertèbres cervicales, alors que le nombre de vertèbres que l'on trouve à la fin du tronc, par exemple dans la queue des primates, est très variable, le système tournant en boucle plus ou moins longtemps. Des vertèbres de la queue, il y en a quelques-unes chez le foetus humain. D'ailleurs, une petite queue qui disparaîtra plus tard chez l'adulte, comme l'avait découvert Hermann Voll, mon prédécesseur à la direction de l'Institut de zoologie. C'est en effet en 1885 qu'il publie cette observation remarquable. L'embryon humain présente-t-il jamais à l'extrémité postérieure de son corps quelque chose qui mérite le nom de queue? La conclusion est oui, nous avons effectivement une petite queue qui disparaît plus tard au cours de notre développement. 1885, souvenez-vous, 2 siècles exactement après la naissance de Jean-Sébastien Bach. Cette précision dans le démarrage des travaux suivis par l'accumulation de petits décalages, Edwin Goodrich l'avait très bien compris. C'est un grand anatomiste anglais, professeur à Oxford, comme le John Wilkins de Borges, qui, sur la base de la simple observation de squelettes, disait « C'est comme si la nature se fatiguait de compter vers la fin de la construction de l'animal ». Cette citation est tirée d'une publication de 1913, l'année précisément où Grasset publie à compte d'auteur du côté de chez Swann. Ces mécanismes d'oscillation temporelle, d'horloge, de boucle ne se terminent pas une fois l'organisme construit. La récurrence ne s'arrête pas en lâchant les os,
puisque comme vous le savez, notre physiologie, notre vie de tous les jours est réglée par d'autres horloges. Nous vivons selon des rythmes qui sont intrinsèques à notre espèce. Ils sont là, il faut faire avec. Le rythme reproductif chez les femmes, tous les 28 jours, les rythmes circadiens, à peu près 24 heures, comme le nom l'indique, le rythme de notre respiration, 4 à 5 secondes, notre rythme cardiaque, 1 seconde. Nous n'en sortons pas. Le rythme circadien, parlons-en un peu, car c'est un de ces rythmes dont nous commençons à comprendre les secrets moléculaires. Tout part de 2 petits grains de riz dans notre cerveau, les noyaux suprachiasmatiques, qui sont le centre d'une oscillation spontanée dans la fabrication de certaines protéines, toutes les 25 heures à peu près, circa. Ce pacemaker biologique doit donc être constamment réajusté, remis à l'heure par une information extérieure, qui est la lumière. En effet, cette horloge est réglée tous les jours par le cycle de lumière passant par nos yeux, notre rétine, rentrant dans notre système neuro-endocrinien. Ce rythme, pourtant, nous est totalement intrinsèque, inscrit dans nos gènes, comme ceux des fréquences cardiaques et respiratoires. Il est déjà présent dans des cellules isolées qui, pourtant, bien sûr, n'ont pas Dieu. En effet, comme l'a démontré le professeur Schibler, de la faculté des sciences, si l'on prend des cellules en culture dans une bouteille et qu'on leur donne un peu de nourriture, eh bien ces cellules vont commencer à osciller dans leur métabolisme en suivant une fréquence circadienne. Ce rythme circadien, comme vous le savez, ne sert pas uniquement à ennuyer les voyageurs traversant les océans, c'est le vrai métronome de nos fonctions métaboliques, de notre tonus musculaire, c'est lui qui nous fait dormir le soir, qui nous réveille le matin, c'est lui qui est en train de préparer doucement votre corps à l'arrivée de nourriture dans quelques minutes. Tous ces systèmes d'oscillation moléculaire fonctionnent généralement sur la base du principe de réaction-diffusion, un principe qui permet d'expliquer comment créer une oscillation en partant de pas grand-chose. Ce sont là des choses assez compliquées, mais qui fonctionnent toujours sur la base de boucles de rétroaction, de rappel, de récurrence, comme l'art de la fugue, comme les gravures d'échelle. Laissez-moi brièvement vous donner une idée très brève de quoi il s'agit, laissez-moi m'excuser auprès de mes collègues mathématiciens, physiciens qui seraient dans la salle. Imaginons une cellule qui fabrique une protéine A. La protéine A s'accumule. Cette protéine A a pour propriété d'empêcher la production d'une protéine B. De stimuler la production d'une protéine B. Ça part mal. La protéine B, par contre, a le potentiel d'empêcher la production de la protéine A. C'est très simple. Que se passe-t-il? A augmente. Puisque A augmente et stimule B, B va augmenter. A va continuer d'augmenter, mais un peu moins va s'infléchir, parce que la quantité de B va augmenter, donc va empêcher A. B va continuer à s'augmenter, mais va s'infléchir, puisque A s'est infléchi. Puisque B s'infléchit, A redescend. Puisque A stimule B et que A redescend, B redescend. A continue de redescendre, mais s'infléchit, puisque B diminue. Puisque A descend, B descend, puisque B descend, A remonte. Comme vous le voyez, à partir de cette démonstration très scientifique, la fréquence de ces boucles dépend en fait de paramètres qui sont extrêmement clairement définis, de façon compréhensible par notre ADN, comme par exemple la force de répression de B sur A, ou la quantité de A nécessaire pour activer B. Donc ce sont des choses que l'on peut quantifier. Alors finalement, ne serait-ce pas la simple addition de tous ces paramètres qui déterminent le temps du processus, sans que celui-ci ne soit intrinsèquement codé quelque part, comme une limite à point dépassé. Touchons là à un problème qui est très fondamental et qui fut décrit par Stephen Jay Gould et Richard Levantine comme celui des écoinçons de la cathédrale San Marco à Venise, ces constructions d'angle. On donne généralement à ces constructions une justification qui est purement esthétique, alors que, en fait, ils sont là pour une stricte nécessité architecturale, pour soutenir l'édifice. Et souvent, effectivement, nous cherchons des raisons, une logique à des événements qui n'en ont pas, produits qu'ils sont par des contingences, des contraintes de toutes sortes.
Nous essayons de comprendre comment le temps de tel ou tel mécanisme biologique est fixé, alors que ce sont vraisemblablement les mécanismes biologiques se débrouillant comme ils le peuvent, qui déterminent eux-mêmes leur propre durée, comme une propriété intrinsèque. Cela dure juste le temps que cela prend. Mais nous n'aimons pas penser que la nature n'a pas de but et que par conséquent il n'y aurait pas de temps prévu pour sa réalisation. Cela va à l'encontre des prouesses que notre cerveau nous permet, telles que l'anticipation. Il s'agit donc d'oublier un peu les avatars de cet organe lorsque on l'utilise pour réfléchir sur le fonctionnement de notre génome. Notre cerveau a bien sûr un penchant très fort pour l'essence des choses. Cet essentialisme n'est pas nécessairement naturel, au sens où il ne reflète pas forcément l'état objectif de la nature. Ce cerveau est d'ailleurs mis à mal lorsque la logique qu'on lui présente n'est pas la sienne, comme dans le paradoxe de la tortue de Zénon, que je mentionnais précédemment, dans lequel le lapin Achille ne peut pas rattraper la tortue, puisque chaque fois que ce lapin se retrouve à l'endroit où était la tortue a progressé de quelques mètres. Inacceptable également cette gravure d'échelle, extrêmement déstabilisante, presque nauséeuse, lorsqu'on la regarde longtemps. C'est là que cet organe révèle ses faiblesses. C'est là que nous réalisons en fait l'illusion du libre arbitre. Pour avoir révélé les limites de notre cerveau avec une telle maestria, Escher fut élu satrape du collège de pataphysique en 1971, où il rejoignit son collègue Raymond Queneau, qui donnait de cette auguste assemblée une définition que je vous ai déjà donnée pour le développement embryonnaire, un modèle de l'autoréférence. Il disait, je cite, « C'est une assemblée de rats creusant le labyrinthe duquel ils devraient s'échapper ». Gould et Levantine ont appelé ce renversement de raisonnement, cette nécessité de ne pas voir de la raison naturelle partout, le paradigme de Pangloss, en référence bien sûr au précepteur de Candide, de Voltaire, qui voyait le monde comme le meilleur des environnements possibles, le mieux organisé, le mieux adapté à l'homme. Candide sera publié en 1759, soit un siècle exactement avant la publication à Londres en 1859 de l'origine des espèces de Darwin. L'année précédant la publication de son ouvrage, Darwin et Wallace suggèrent, contrairement à Pangloss, que la nature est un champ de bataille, reprenant en cela les termes du Genevois de Candolle, d'ailleurs, comme Darwin et Wallace le mentionnent eux-mêmes dans cette lettre envoyée à la Société royale en 1858, où l'on peut lire « De Candolle, in an eloquent passage, has declared that all nature is at war ». De là, Darwin et Wallace concluent que seuls les animaux les mieux adaptés peuvent y survivre, reprenant en cela le thème développé par Malthus, bien sûr, dans son principe de population. Comme vous le savez, Candide découvrira la triste vérité de ce principe fondamental plus tard au cours de ses voyages. Alors cet ADN contient-il le code du temps qui orchestre ce génome, ou le temps n'est-il qu'une des propriétés émergentes de notre script, quelque chose que l'on ne voit qu'à la fin, qui s'acquiert progressivement, dans le temps précisément. Le temps est-il une notion a posteriori pour notre génome? Pour répondre à cette question, il faudra attendre un peu, j'en ai peur, voir peut-être si d'autres codes existent dans cet ADN, s'ils nous réservent encore des surprises. D'ailleurs, les experts en génomique dans cette salle, s'il y en a, ont dû remarquer, du moins ceux qui font de la lecture du génome leur quotidien, ont dû remarquer quelques mutations dans cette séquence, une sorte de virus poétique. Vous le voyez ici en jaune, un train de mutations ponctuelles. On peut lire « Vous, beau lapin Achille et de Fibonacci, courez, multipliez-vous ». Vous aurez reconnu là, bien sûr, un haïku, mais un haïku d'une structure poétique un peu particulière, qu'on appelle aujourd'hui un fibo-haïku, ou un fib, plus communément sur Internet. Car il se construit généralement sur 6 lignes. Souvenez-vous des 6 étages homomériques de la tour de Pise, avec un nombre de pieds correspondant au premier nombre entier de la suite de Fibonacci. Fibonacci, mathématicien italien, aussi appelé Léonard de Pise, Leonardo Pisano, qui donc naît
naît et meurt pendant la construction de cette magnifique tour. On ne sort pas des boucles. Ce mathématicien décrit en effet cette suite de nombres entiers dans laquelle chaque nombre est le résultat de l'addition des deux précédents. 1, 1, 2, 2 plus 1, 3, 3 plus 2, 5, 5 plus 3, 8, 13, etc. Ce Fibo haïku contient bien sûr plusieurs autoréférences très fortes. D'abord à Fibonacci lui-même, dont la suite est un modèle de récursivité. Bien sûr au lapin Achille et Achille, qui poursuit la tortue dans Paradoxe de Zénon. Mais le lapin évoque également et surtout l'outil didactique utilisé par Fibonacci lui-même, en partant d'un couple de Lapro pour expliquer à l'époque sa suite. Un couple de Lapro qui, ayant atteint l'âge adulte en 3 mois, auront un couple de Lapro, des enfants, frères et sœurs, et puis ces frères et sœurs auront 3 mois plus tard un couple de Lapro, en même temps que leurs parents qui se seront reposés pendant 3 mois et qui auront de nouveau un couple de Lapro. Et en fait, si l'on suit cette suite, on arrive à la formalisation de la suite de Fibonacci. C'est une suite qui est bien sûr construite sur des boucles autoréférentes, sur en fait la récurrence ontogénique du lapin, bref, sur le temps de la vie et de la reproduction. Souvenez-vous la définition du médecin obstétricien que je vous donnais au début de cette intervention. Cette explication, bien sûr, est limitée par le fait que cette suite est en principe, là je me lance dans un domaine qui n'est pas le mien, infini, ce qui demanderait à nos lapins d'être immortels, ce qui bien sûr n'est pas le cas. Graphiquement, cette suite de Fibonacci génère cette très fameuse spirale logarithmique de Bernoulli que l'on retrouve aujourd'hui dans des mouvements de montre, en fait, faite de ces fameux nombres d'or, car cette spirale se retrouve dans d'innombrables objets biologiques du monde animal ou végétal. Vous voyez ici dans la structure des escargots ou de l'implantation de ces feuilles, voire même dans la structure de certaines galaxies. Je vous montre ici la photo de l'affiche de l'année passée de la conférence de Stephen Hawking. Bien que sur ce point précis, je laisserai à l'appréciation de mes collègues astrophysiciens. Mais revenons à ces boucles de rétroaction négative dont je vous parlais précédemment, qui, comme la spirale de Fibonacci, sont à l'œuvre dans de très nombreux mécanismes en sciences de la vie. Elles furent décrites et mises en équation par un fameux mathématicien du siècle passé, Alan Turing, véritable précurseur, inventeur des ordinateurs avec von Neumann. En 1936, ce mathématicien anglais imagine une sorte de dispositif virtuel qu'on appelle la machine de Turing, qui permet de traduire toutes sortes de problèmes mathématiques humainement calculables sous la forme d'une suite d'opérations simples. En fait, il invente l'algorithme, un des piliers de ce que sera l'informatique. Entre autres contributions remarquables, il décrypta le code secret Enigma des transmissions allemandes pendant la dernière guerre, ce qui semble avoir facilité grandement le débarquement en Normandie. Persécuté pour son homosexualité, Alan Turing fut condamné à la castration chimique. En 1952, il publie dans les Transactions philosophiques de la Société royale, à Londres, des travaux intitulés The Chemical Basis of Morphogenesis, dans lesquels il transfère de façon très précurseur ces principes mathématiques à l'étude de phénomènes biologiques, ces fameuses oscillations que je vous montrais tout à l'heure. Ironie du sort, ces bases chimiques de la morphogenèse sont publiées au moment même où les doses massives d'œstrogènes castrateurs lui font pousser des seins. Admirateur inconditionnel de Lewis Carroll, cet authentique génie décida en 1954, à l'âge de 42 ans, d'aller voir également de l'autre côté du miroir, en empoisonnant une pomme avec de l'acide prussique, lui qui avait combattu les Allemands, et en la croquant. Une madeleine au cyanure dont l'odeur et le goût, sur une gouttelette impalpable, lui rappelèrent peut-être l'espace de quelques dixièmes de seconde l'odeur et la saveur des amandes amères de sa jeunesse, cet édifice immense du souvenir. Cela vous explique l'origine de cette fameuse pomme rongée sur le dos de mon ordinateur, qui malheureusement n'est pas le dos de cet ordinateur. Un siècle exactement avant ce suicide tragique, en 1854, donc, naissait Oscar Wilde, un autre citoyen britannique, également condamné à la prison pour homosexualité,
qui disparaîtra également très jeune, anonyme et oublié à Paris, à 46 ans, en 1900, un siècle précisément après le magistral exposé de Lamarck au Muséum de Paris, au cours duquel il fonde les bases du transformisme, de la descendance commune de tous les animaux. Dans le portrait de Dorian Gray, Oscar Wilde écrira cette phrase prémonitoire, je cite, « D'une joie même, le souvenir a son amertume, et le rappel d'un plaisir n'est jamais sans douleur. » Cette décision abrupte d'Alan Turing, son interprétation très personnelle du croquage de pommes, reflète une caractéristique fondamentale propre à notre espèce, celle de savoir que nous existons et donc de savoir que nous allons mourir. Cette propriété de conscience s'acquiert progressivement, car si le temps ne s'arrête pas à notre naissance, il en est de même de notre développement personnel qui, bien sûr, continue jusqu'à la dernière minute de notre vie. Le temps, mesdames et messieurs, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, a écrit Louis de Budon. Comprendre le temps en sciences de la vie, c'est comprendre la vie, car les mécanismes de la vie n'ont un sens pour nous que dans la durée, bien sûr, dans l'avenir, dans ce qui va arriver. J'ai essayé ce soir de vous montrer à quel point la notion de référentiel est importante, l'obligation de bien définir dans quel espace-temps un problème se situe, en particulier les questions liées à notre développement embryonnaire. Il est vrai que nous commençons à bien comprendre les bases génétiques des mécanismes d'horlogerie qui définissent chacun de ces référentiels. Comment 90 minutes par étage corporel, comment 24 heures de cycle veille-sommeil, etc. Reste à les intégrer entre eux, à faire du linéaire en additionnant du récursif. Bref, à comprendre comment ces temps se mettent ensemble pour nous faire croire que la vie est cohérente. Pour comprendre cette cohérence, il faudrait pouvoir s'extraire de ce système, s'en éloigner, pour en mieux saisir l'harmonie générale, un peu comme reculer devant Hannibal de Jean Tinguely pour en comprendre les soubresauts multiples. Mais comme nous l'a démontré Einstein, notre masse corporelle nous interdit à tout jamais la vitesse de la lumière, ce qui rend donc cet exercice impossible. Et là, malheureusement, comme le disait Georges Brassens dans un contexte un peu différent, le temps ne fera rien à l'affaire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Denis. Voici venir le temps des questions. Et je ne sais pas s'il y a des micros qui peuvent circuler. Oui. Dans une de vos publications, vous faites comme hypothèse de la morphologie et des gènes architectes qu'il pourrait y avoir un dessin intelligent derrière. Et ça m'a frappé de voir ce terme de dessin intelligent comme hypothèse qui n'est pas forcément à rejeter d'emblée. Je doute que vous ayez trouvé l'appellation dessin intelligent dans une de mes publications, ou alors je l'ai mal lu. Vous faites sans doute référence à un système extrêmement particulier, qui est un peu compliqué, que j'ai donc décidé de ne pas discuter ce soir, qui est que certains mécanismes temporels de mesure du temps semble utiliser la linéarité de notre molécule d'ADN comme mesure du temps. Parce qu'on peut évidemment se poser la question, qu'est-ce que nous avons dans l'œuf qui pourrait être utilisé comme une mesure de temps? Et intuitivement, on pourrait se dire, puisqu'on a quelque chose qui est linéaire, les chromosomes, on pourrait imaginer que cet objet linéaire pourrait être une mesure du temps. Et nous avons beaucoup travaillé là-dessus, mais certainement pas en postulant l'existence d'un dessin intelligent, que je nie totalement, bien sûr. De la droite. Help.
y a beaucoup de gens experts en droite ici, et je j'en vois quelques-uns. Écoutez, il faudrait vraiment que je réfléchisse à une réponse avant de vous dire n'importe quoi. Je vous remercie. Bonsoir, monsieur. Quelle est Quand on parle de temps, on a l'impression que les physiciens n'ont pas la même façon de comprendre que les biologistes. Est-ce qu'il y a une fusion entre les deux qui peut se faire? Le temps par Einstein, Écoutez, alors vu de l'extérieur, on a l'impression que les physiciens comprennent le temps. En tout cas, ont réglé une partie de leurs problèmes avec le temps. Mais peut-être n'est-ce pas. Alors la question, c'est quels sont les... Est-ce qu'il y a une passerelle entre le temps des physiciens et le temps des biologistes? Est-ce que c'est bien ça voilà. Et là, je dois vous dire que, encore une fois, je ne peux pas tellement vous répondre. Il faudrait vraiment poser la question à un physicien en ce qui concerne le temps de la physique. De l'extérieur, on a l'impression que les physiciens ont réglé leurs problèmes avec le temps. Maintenant, il faudrait vraiment poser la question à... J'ai ici des collègues qui pourraient mieux vous répondre que moi. Ce qu'il y a d'absolument clair, c'est que la problématique du temps en sciences de la vie, je dirais, n'a guère qu'une quinzaine d'années. Et on commence maintenant à peu près à cerner, en tout cas, l'étendue du problème. Et comme je le disais à la fin de mon exposé, le problème n'est pas tant de comprendre le fonctionnement d'horloges particulières. Ça, on y arrivera. On y arrivera. Le problème est de comprendre comment ces horloges peuvent s'intégrer pour donner un temps total qui a une cohérence. Et c'est ça qui est extrêmement difficile à comprendre. Oui, mais c'est justement le point extrêmement délicat. On ne sait pas où se trouve la causalité en sciences de la vie. Vous rejoignez ce que disait monsieur sur le dessin intelligent. On est sur un système qui n'a pas de vraie notion de causalité, en fait. Enfin, si je comprends bien votre question. Mais c'est là où se trouve la difficulté, effectivement, c'est de bien comprendre qu'il n'y a pas d'intentionnalité, donc pas de causalité. Contrairement au langage, bien sûr. C'est elle, la transsexuelle bouddhiste. Le fait que vous avez vous-même fait référence à ce phénomène m'encourage de pousser la question un peu plus loin. Vous avez dit que pour un événement de trace d'un événement d'existe dans notre cerveau, cet événement est déjà dépassé. Alors, fais abstraction maintenant de l'aspect biologique et parle de le temps. Il me semble que le présent est purement un concept théorique, puisque il me semble que le temps nécessaire pour le venir de devenir le passé est, comme on dit en anglais, vanishingly small, c'est-à-dire il n'existe pas en réalité. Est-ce que vous êtes d'accord? 100%.
Bien. Donc, je remercie le professeur Duboul et nous allons donc nous quitter sur cette question. Et je vous remercie tous d'être venus.